Notre invité aujourd'hui est ce qu'on peut appeler de manière un peu triviale une machine à tubes. On peut difficilement dire autre chose. Il a composé plus de 2000 chansons. Il a écrit pour les plus grands, Johnny Hallyday, Dalida, Sardou, Patricia Cass, Céline Dion et attention, je ne vous parle pas de titres confidentiels restés dans les placards des maisons de disques, non, je vous parle de cartons que les radios diffusent encore 20 ans ou 30 ans après leur sortie. Est-ce que tu viens pour les vacances? C'est lui. Je te survivrai? C'est lui aussi. Elle préfère l'amour en mer, il tape sur les bambous? C'est encore lui. Mon mec à moi, Mademoiselle chante le blues, c'est toujours lui et je pourrais ne pas m'arrêter. Bien sûr, il a eu aussi ses propres succès de chanteur. Si je vous dis à toutes les filles que j'ai aimées avant, non seulement vous reconnaissez tout de suite, mais je suis sûre que vous aurez l'air toute la journée en tête. Sa recette, il ne nous la donnera pas, probablement parce qu'il ne l'a pas lui-même. En revanche, qu'est-ce que ça dit d'un auteur lorsqu'il colle à ce point à l'attente du public? Qu'il écoute les autres? Qu'il est en phase avec les gens? Ou du moins qu'il l'a été? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue Didier Barbelivien. Merci de partager ce moment avec nous ici au Dôme Tournant, au Sénat. J'ai entendu des compliments sur moi, j'ai envie de revenir demain. Et ben voilà, on va recommencer. En tout cas, on a dû vous poser la question forcément 1000 fois sur la recette du tube. Donc c'est une question que moi je ne vous poserai pas parce que probablement que vous ne l'avez pas la recette. En revanche, vous l'avez peut-être analysé ce succès avec les années. Peut-être avez-vous compris que vous étiez en phase avec les Français, que vous leur offriez quelque chose qu'ils attendaient, de la légèreté? Non, c'est plutôt que les Français ont... Enfin, je leur dois plutôt de la reconnaissance, parce que c'est eux qui ont fait mes succès. Maintenant, non, les recettes, non. Les seules recettes que je connaisse, c'est mes copains cuisiniers qui me les font passer de temps en temps, et c'est vraiment gentil. Non, les chansons, c'est plutôt un truc spontané, peut-être dans l'air du temps. Enfin, moi, je me suis jamais posé la question de mes chansons. C'est-à-dire, je fais ça comme... Je fais ça le plus naturellement possible, quoi. Mais vous sentez bien que les Français trouvent vos chansons peut-être réconfortantes. Il n'y a pas non plus de textes très clivants. C'est peut-être ça aussi qu'ils viennent chercher chez vous? Je sais pas. Moi, j'essaie de rester dans le registre de la variété quand j'écris des chansons, alors que mes auteurs préférés sont peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, Léo Ferré, Georges Brassens, Jean Ferrat. Oui, donc vous voyez, les mecs un peu engagés. Qui la ramènent carrément à travers leurs chansons. Et je trouve que c'est très talentueux de savoir écrire des chansons aussi fortes que Nuit et brouillard, je pense à Ferrat, ou même dans un autre genre, Miss Maggie de Renaud, j'avais bien kiffé ça déjà. Mais c'est fou d'aimer des auteurs engagés, des chansonniers engagés, mais de ne pas soi-même écrire de textes engagés. Parce que moi, je me suis essayé une ou deux fois ce genre-là et j'ai trouvé ça ridicule, fait par moi. Je trouvais ça très didactique. Je me dis, mais t'as aucun talent, mon pauvre, pour écrire des trucs comme ça. Donc, non, je me suis contenté d'écouter les autres et d'y prendre du plaisir. Et donner du plaisir aux autres. On va écouter quelques chansons, si vous êtes d'accord. D'abord, les paroles au hasard. Elle préfère l'amour en mer, que vous avez écrite et composée pour Philippe Laville. Si on peut entendre c'est une histoire vraie, ça. Quelques paroles. C'est juste une question de tempo. La marine en est fière. On voyage sur un paquebot. Elle préfère l'amour en mer. Elle se laisse aller sur les... On a un peu de recul aujourd'hui, alors je relis les paroles pour les gens qui nous écoutent. Elle préfère l'amour en mer. Je suis parti d'une histoire vraie. Ah bon? Ouais, enfin, je sais pas si on peut dire ça sur cette chaîne, mais j'avais une amie à l'époque. Oui. Comment je pourrais le dire élégamment? On peut tout dire sur cette chaîne. Si très émoustillée par le mouvement des vagues et de la mer. D'accord. Vous voyez, ça lui évoquait des trucs, je sais pas, enfin, ça la mettait de bonne humeur, on va dire. Vous pensez que vous pourriez encore écrire des choses comme ça aujourd'hui, que ça ne ferait pas polémique, qu'elle serait peut-être jugée sexiste à certains égards? C'est possible. Moi, alors franchement, je me suis jamais posé la question d'une quelconque censure ou d'une quelconque arrière-pensée sur ces chansons. Non, jamais. Non. J'ai dû écrire des trucs ambigus quelquefois, mais pas forcément à connotation sexuelle. Hein. Je peux écrire des trucs ambigus dans le sens. Est-ce que le public a bien compris de quoi je parle? Par exemple, je me souviens de L'été sera chaud, qui faisait chanter la France en 79.
L'été sera chaud, c'était quand même un des slogans qu'on lisait sur les murs l'été 68. Dans les banlieues. Oui, c'était pas allusion forcément l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. C'était plus l'été sera chaud. Préparez-vous à la rentrée. Il y en avait un que j'adorais aussi qui disait milliardaires de tous les pays, unissez-vous, il n'y en a plus pour longtemps. J'adorais celui-là. Donc il y avait quand même un peu de politique dans certaines. On va écouter d'autres paroles. Et tu danses avec lui, interprété par C. Jérôme. C'est du vécu aussi, ça. C'est du vécu aussi, ça? Je m'en rends compte, là, en les réécoutant. Je me dis, comment j'ai eu cette idée? Parce que je me dis, vous pouvez... Peut-être c'est la question que vous allez me poser, donc j'anticipe, c'est mon côté Georges Marchais. Attention, je peux avoir des questions surprenantes. 70, bah oui. Georges Marchais, vous savez ce qu'il faisait? Le journaliste lui disait, ce n'est pas ma question, monsieur Marchais. Il le regardait, il disait, oui, mais c'est ma réponse. Non, mais cela dit, il y a une histoire autour de cette chanson avec C. Jérôme, qui la refuse au départ, je crois. Et non. C'est des mauvaises légendes, ça. Ah. Alors rétablissez la vérité, parce qu'on le lit partout. Non, il la refuse pas, on avait perdu la chanson, c'est autre chose. On l'avait égarée. En tout cas, c'est une chanson on l'a égarée, 78, 7 ans. Pas mal. C'est ça. Et c'est une chanson qui va relancer sa carrière. Oui, qui va le ramener au devant de la scène. Et, c'est devenu un gros succès de l'année 85. Il y a beaucoup d'artistes qui vous doivent, d'une certaine manière, leur carrière. J'adorais faire les retours. Non, leur carrière. Non. À part Patricia Cass, mais... Patricia Cass vous doit sa carrière? Le début, oui, mais évidemment. Après, bon, ça a tourné un peu court, mais c'est plus de son fait que du mien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est intéressant cette relation entre celui qui écrit, qui compose et l'artiste. Elle s'attendait à des chansons avec la maison de disques qui voulaient absolument s'entendre sur Énergie. Parce qu'il faut savoir que dans la profession, il y a des gens qui écrivent des chansons stéréotypées pour passer sur telle radio. Bon, moi, je m'en fichais complètement, donc j'écrivais des chansons tout court. Le jour où ça les a dérangés, j'ai arrêté d'en écrire, tout bêtement. Mais ça veut dire que c'est pas un long fleuve tranquille, cette relation avec les artistes. Là, vous nous parlez d'une anecdote. C'était pas une... On sent qu'il y a eu fâcherie, qu'il y a eu tension. Non, il n'y a pas eu de fâcherie, il y a eu une incompréhension, mais ça arrive, ça peut arriver régulièrement. On ne poursuivait pas le même but. Moi, j'écris des chansons pour le public. Elle voulait écrire des chansons pour les médias. Bon, et vous aimez écrire pour le retour des artistes? Ça, j'adorais ça. Parce qu'il y a un côté, tu y arriveras pas, qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un challenge, un défi. Ouais. Surtout qu'un artiste, c'est un personnage attachant, en général. 99 fois sur 100, c'est quelqu'un qu'on a envie d'aider, d'aimer, de porter. De quel retour vous êtes le plus fier? Plein. C'est Jérôme, parce que c'était un garçon délicieux dans la vie. Gilbert Montagnier, parce que je l'aime, c'est un homme, c'est un grand musicien et c'est un type formidable dans la vie aussi. Demis Roussos, parce que c'était une star internationale, et surtout parce qu'on m'avait dit que j'y arriverais pas. Donc j'adore. J'adore, dès qu'on me dit ça. Et alors moi j'avais oublié que vous aviez aussi écrit pour Bernard Tapie. On va écouter aussi un morceau. Pareil, ça on m'avait dit ne le fais pas, tu te rends pas compte, tu vas brûler ta carrière. Mais on va en parler, Il chante parfaitement bien. Il chantait très très bien. On l'écoute? C'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui. À l'aventure tout simplement. C'est une chanson intitulée Réussir sa vie. En fait, c'est une chanson où il raconte comment il peut donner des conseils à des jeunes ou à des moins jeunes, ou tout bêtement, pourquoi, enfin à quoi ça correspond pour lui de réussir sa vie. Mais j'avais fait ça, comment dire, moi j'adorais ce personnage, j'aimais ce côté incontrôlable, incontrôlé, quoi, qu'il était. Et je me disais, je vais ramer sûrement au studio. Je m'en foutais, je me disais... Et ça a été le cas ou pas? Non, je ferais ça 2 phrases par 2 phrases, non. Il savait vraiment chanter, j'ai fait 3 prises de cette chanson, pas plus. Non, il chantait comme un chanteur, quoi. Et l'ingénieur qui était avec moi, pareil, il était sur le cul. Il me dit, mais avant la séance, il me dit, il faut se préparer à des montages extraordinaires. J'ai dit, je sais pas, j'ai jamais entendu chanter.
Et il s'est mis le casque. J'ai encore plein de photos de cette séance d'enregistrement. Et il chantait dans la cuisine, parce qu'on trouvait que la chambre d'écho, de réverb, était meilleure dans la cuisine. On avait tout câblé. Il a enregistré dans une cuisine au-dessus de Nice, à Saint-André-les-Alpes, dans un petit village. Réussir sa vie, c'est le titre de la chanson. Vous pensez que vous l'avez réussi, votre vie, vous? Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? C'est pas à moi de le dire. Disons que moi, j'ai été... je trouvais quand même que j'étais un privilégié, ouais, que j'avais de la chance. Et que j'avais, entre mes envies ou mes rêves d'adolescence et ma vie d'adulte, il n'y avait pas eu d'interférence. Ce qui est vraiment pas mal. Non, ce qui est rare, surtout. Ouais. Je passais du lycée aux séances d'enregistrement. Tous ces titres continuent de vous rapporter de l'argent. J'en parle parce que vous l'évoquez vous-même de façon très facile. C'est pour ça que je dis, j'ai eu de la chance, j'étais privilégié, j'ai toujours bien vécu de mon composition, métier, de mon travail, de mes compositions. Vous avez dit un jour, en 2009, dans une interview au Parisien, tous ces titres me rapportent encore beaucoup d'argent. On est à ce moment-là en 2009. Hein. Ouais. Celle qui arrive en tête de loin, c'est les Sunlight des Tropiques, toujours diffusée dans les fêtes. Elle doit générer 100 000 € de droits d'auteur par an. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non. Peut-être elle a baissé un peu en... Je regarde plus, alors bon... C'est toujours celle qui vous rapporte le plus? Ah oui, j'en suis sûr. À l'époque, je m'intéressais beaucoup, enfin quelquefois beaucoup, mais j'étais curieux de voir quelles chansons rapportaient de l'argent, quelles chansons ne rapportaient pas. Et puis aujourd'hui, avec les nouveaux... on reçoit ça sur des applications, non? Des applications, des ordinateurs, des machins. Donc je m'en occupe plus du tout, je m'en fous royalement. C'est ma femme qui reçoit tout ça. Je lui demande juste si je peux m'acheter une nouvelle voiture ou pas. Alors ça change un peu d'une autre époque où vous aviez décrit un rapport presque indécent à l'argent. Oui, parce que j'en gagnais beaucoup. Ouais, je vous cite, vous disiez, j'achetais des Mercedes, des pianos comme des pains au chocolat, 5 guitares d'un coup. Une fois, avec Christophe, on a débarqué chez Porsche. Il avait les bifetons dans les poches et a ouvert sa veste. Dans le blouson. On avait coincé les billets de banque, on avait fermé le truc. Il a mis l'argent comme ça sur le bureau. Ouais. Ah, c'était les années 70, là, on avait le droit d'aller à la banque chercher des espèces et payer en espèces. Est-ce que vous diriez que c'était une période de tous les excès? Et que c'était bien comme ça? Je sais pas, c'était une période de tous les plaisirs, en tout cas, je peux vous dire. Ouais. Je sais pas si c'était des excès, mais s'il y avait l'argent sur le compte, on allait chercher l'argent. Si la banque avait des espèces, souvent elle les avait, en tout cas pour acheter une voiture, on la payait en liquide. On négociait le prix parce qu'ils nous prenaient pour des gitans, on arrivait avec nos liasses de billets. C'est génial parce que moi, dans ces années-là, j'étais pas connu physiquement. Ouais. J'étais connu que de la profession. Et vous aimiez cette sensation? Ah ouais, j'adorais. Un jour, je suis allé acheter une voiture, je me souviens, à Arpajon. Le type, il n'avait pas voulu, il me croyait tellement pas qu'il l'avait pas sorti de la vitrine. On était un samedi matin. Et il avait dû me prendre pour un mytho au téléphone et tout. Et j'arrive et le garage allait fermer. Et je vois ma voiture dans la vitrine. Et je me dis, monsieur, je suis le monsieur qui vous a téléphoné pour la voiture, la Volkswagen. C'était une GTI, je me souviens à l'époque. C'était une des premières en France. Et il me dit, non mais vous connaissez le prix? Il me prend pour un... Mais non, mais j'étais sapé comme aujourd'hui. J'ai toujours été très mal habillé. À l'époque, j'étais en parka de chasse, j'avais les cheveux jusque-là. Enfin bref, cauchemar. Et je dis, mais j'ai l'argent, monsieur. Ouais. Oui, il faut me sortir la voiture. Et je sors, et le mec, je vois, il commence à pâlir, parce que peut-être il se dit, je vends ma voiture à un gangster. Et je voyais qu'il me regardait bizarrement. Et je lui dis... non, mais il ne faut pas vous affoler, je suis un type qui écrit des chansons. Et là, j'ai fait quelques succès en 3-4 ans. Ça suffisait pas de dire « je suis Didier Barbelivien » ? Mais non, mais personne ne connaissait Didier Barbelivien. Et je lui dis mon nom. Et il s'en fout complètement, le vendeur de voitures. Et vous preniez une revanche? Il y avait un petit air de revanche là-dedans? Non, parce que moi, je viens d'un milieu tellement modeste, non. Justement? Non, j'avais pas de revanche à prendre avec la vie. J'aurais pu rester dans mon milieu modeste et je me serais pas plaint outre mesure. Ce que je voulais, c'était être heureux. Je voulais pas être riche et tout ça. J'avais rien à foutre. Mais
ça procurait des plaisirs quand même. Et j'oublierai jamais, pendant que je comptais mes bifetons, il va au téléphone, il appelle à la maison, chez lui, sa femme, et il lui dit, tu connais un type qui s'appelle Didier Barbelivien? Comment vous appelez? Parce qu'il avait du mal à dire mon nom. J'ai dit Barbelivien. Et c'est quoi les chansons déjà? Alors j'ai Michel Lenormand, Petite fille du soleil, Christophe, Romanella, Gianni Nazzaro, enfin je en cite 5 ou 6, et sa femme, elle achetait les disques. Elle lui dit, mais il est là, il est dans le... Oui, alors il m'avait demandé ma pièce d'identité quand même et tout. Et donc il était ébahi de me voir, enfin de me voir, de savoir que j'existais et que j'étais si jeune, parce que j'avais quoi, 22 ans à l'époque. Et qu'il s'était bien trompé. J'ai une archive à vous montrer, Didier Barbelivien. Je vous la laisse entre les mains. Je la décris pour les gens qui nous écoutent. C'est un document transmis par nos partenaires, les Archives nationales. C'est une copie du décret de la Convention nationale du 23 août 1793. Et c'est ce document qui lèvera une armée nationale pour combattre les Chouans et éradiquer leur contre-révolution. Je connaissais la nuit du 10 août. Mais... Et là, je fais écho évidemment à votre album, Vendée 93, écrit, composé, produit en 92, où vous retracez les épisodes de cette guerre de Vendée, mais vu du côté des Chouans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette bataille, dans cette contre-révolution? Le côté cap et épée, et puis le côté les causes perdues. Moi, j'aime bien les causes perdues. Je suis rarement du côté des vainqueurs. Même, c'est drôle parce que on m'a toujours donné l'étiquette d'un type de droite, ce que je dois être sûrement quelque part, mais j'ai toujours été du côté des plus démunis, moi. Et de celui qui revendique une identité, une culture? Non, pas spécialement. J'étais du côté des... Comment dire? Des plus modestes. Par exemple, j'ai beaucoup d'affinités, d'amitié, de relations avec le monde paysan, vous voyez? Et je dis pas les agriculteurs. Pour moi, c'est le monde paysan. Et les Chouans, c'était un peu la province contre Paris aussi? C'est quelque chose qui vous parle? Oui, c'est vrai. Et puis le panache, les gens qui voulaient se battre contre les armées de la Révolution. Et puis j'aimais pas trop, c'est vrai, les révolutionnaires, j'ai trouvé un peu expéditifs. Pas spécialement... ils étaient un peu brutaux, quoi. Et vous êtes un contre-révolutionnaire? Non, mais... peut-être dans ces années-là, ouais, j'aurais été du côté des Chouans, sûrement. Alors l'histoire vous a inspiré, et puis vos rencontres aussi, vous en avez déjà un petit peu parlé. Ces rencontres, vous en avez fait un livre, une galerie de portraits, qui s'appelle Pleure pas nostalgie, paru chez Albin Michel. Ils ne sont pas tous là, mais il y en a un bon paquet. En tout cas, il y a Charles Aznavour, il y a Coluche, il y a Belmondo, il y a Depardieu. Vous êtes tourné vers le passé, vous avez une forme de nostalgie d'une certaine époque? Non, j'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui encore, vous voyez, j'ai la nostalgie de la rue de Tournon, là, qui est à ma droite. Mais je vous dirai jamais quelle nostalgie. En fait, c'est pas une nostalgie. Moi, la nostalgie, chez moi, c'est un film qui passe à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Je me pose pas la question du « c'était mieux avant ». C'est juste que quand vous regardez la rue de Tournon comme une rue de Paris, peut-être, et moi, je vois d'autres lumières, d'autres personnes, d'autres voitures garées. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais... C'est-à-dire, vous voyez... je vois pas ce que j'ai sous les yeux. Souvent, je vois autre chose que ce qu'on me montre. Vous voyez les gens que vous avez croisés ici, c'est ça ma vous revoyez vos nostalgie à moi. rencontres. Exactement. Je vois d'autres visages, d'autres têtes, d'autres... c'est pour ça que j'aime bien Paris, parce que Paris, l'architecture change peu. Donc je retrouve plein de relations entre les pierres et mon regard. Et moi. Donc votre nostalgie à vous, c'est pas celle de Michel Sardou qui nous dit « Je hais notre époque, c'est de la merde, on ne peut plus conduire vite, on ne peut plus boire, plus fumer ». C'est pas votre nostalgie à vous, ça? Non, parce que moi je bois, je fume et je conduis vite, alors non. 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 Et cette époque des communications modernes, on parlait avant l'émission du téléphone portable, est-ce que vous êtes un peu réfractaire à ce changement-là, à ces nouvelles technologies? Non, j'aurais adoré être un génie des nouvelles technologies, d'aller sur les marchés boursiers du monde entier avec des trucs, en cliquant des trucs. Mais moi, je m'en contrefous de ces appareils-là.
ça m'a jamais intéressé, mais bien avant. C'est-à-dire que je ne savais pas me servir je sais pas moi, d'un vélomoteur normalement. C'est-à-dire si la bougie s'encrassait ou tout ça, je ne savais même pas où il fallait tourner le truc. Techniquement, j'ai toujours été une buse, donc je suis, comment dire, très, très étranger à la technologie. Bizarre, hein. Un jour, je me suis arrêté, je me souviens, dans une station-service, avec ma voiture, et je voulais, je ne sais plus quoi, qu'on me vérifie l'huile. Et je ne trouvais pas comment on ouvrait le capot. Et le type, à l'époque, c'est pareil, c'était dans l'époque de ma jeunesse, où j'étais dingo des voitures de sport. Et il me dit, à un moment, il me regarde, et il me dit, elle est à vous, la voiture, vous êtes sûr? Il me dit, vous ne savez pas comment elle s'ouvre? Je dis, non, monsieur, je connais rien. J'ai la clé de contact, je sais la conduire, je crois, et ma foi, non, je ne sais pas. Et si on fait le parallèle avec votre musique, vous la faites aussi comme un artisan, avec votre guitare et point? Bah oui, j'écris avec des guitares sèches et des pianos droits. Vous savez, les petits pianos, enfin les pianos normaux, quoi. Voilà. Je voudrais qu'on parle de vous de façon un petit peu plus personnelle. Oui. Vous avez dit un jour, je ne parle jamais de mon enfance, ça n'a aucun intérêt, je parle plus de mon adolescence. Avant, j'étais un tube digestif. Ça m'a beaucoup fait rire d'entendre ça. Pourtant, ça. Oui, vous avez dit ça. Pourtant, il y a eu une enfance riche. Vous avez quand même grandi en Afrique, c'est ça, au Congo, jusqu'à l'âge de vos 6 ans. Comment dire, oui, comment on peut appeler ça, un peu trimballé. Mais j'ai détesté être un enfant. Je détestais mon état d'enfant. Pourquoi? Je m'ennuyais, je trouvais j'aimais pas du tout, je ne m'aimais pas moi, j'aimais pas les autres enfants, enfin, c'était un cauchemar. J'étais un enfant solitaire, je détestais être avec les autres. Mais vous avez compris pourquoi, avec le recul? Non, je n'étais que dans les livres. Je sais pas, j'étais quelqu'un de réfractaire aux jeux d'enfants, je les trouvais complètement débiles. Enfin, bon, Par contre, j'étais un adolescent très heureux. Ouais. En fait, j'ai commencé à aimer la vie vraiment à 15 ans, 14-15 ans. Mais ce passage par l'Afrique, par le Congo, vous en gardez des souvenirs? C'est quand même une période riche. Mais ce n'était pas des souvenirs, comment dire, fascinants. Quand on est un enfant en Afrique, on est contraint plutôt que libre. Parce qu'il y a plein de dangers, parce que je me souviens, mon père m'avait expliqué qu'un jour, il m'avait trouvé en train de jouer avec un scorpion. Il m'a dit, bon, c'est moyen, heureusement qu'on est arrivé au bon moment. Mais ouais, j'aimais pas ça, l'enfance. J'aimais pas l'autorité, déjà, j'aimais pas... fais pas ci, fais pas ça, ça me fatiguait. Vous aviez hâte de vous réaliser en tant que... Non, j'avais hâte qu'on me foute la paix, surtout. Après, je suis parti vivre chez ma grand-mère. Parce que je m'entendais plus avec mes parents. Et j'étais heureux dans le libéralisme de ma grand-mère, qui me laissait tout faire, j'étais son idole. J'en profitais pas, je faisais pas trop le con quand même. Vous lui chantiez des chansons? Ah oui, tout de suite. Dès que j'ai fait mes premières chansons, c'est elle qui les a entendues. C'était mon premier public. Bon, elle était très indulgente, hein, comme j'étais son petit-fils et tout. Parce que 15-16 ans, c'est l'âge où vous vous faites aussi repérer, vous commencez à vous faire repérer. Oui, ça va très vite, ça va très vite. Mais peut-être j'ai dû commencer à écrire, j'avais 14 ans, 15 ans, ouais. Je fais tout en même temps. Je me disais, bon, si ça plaît à ma grand-mère, peut-être plaire à des directeurs artistiques, parce que ma grand-mère, après tout, elle avait bon goût, elle aimait les chanteurs de l'époque, enfin bref. Elle était peut-être représentative d'un certain public, justement. Ben, la preuve, puis elle me donnait son avis, elle était drôle, elle intervenait, quoi. Elle me disait, ah non, celle-là, Elle vous disait quoi, par exemple? Elle parlait avec son accent d'auvergnate, parce qu'elle était lozérienne, et elle avait l'accent un peu qui roulait, comme ça. Elle me disait, ah non, celle-là, je l'aime moins. Voilà. Sans vous dire pourquoi? Bah non, il n'y a pas besoin de dire pourquoi pour les chansons. On les aime pas, c'est pas grave. C'est juste. J'ai des photos aussi pour vous, Didier Barbelivien. Là, je crains le pire. Celle-ci, mais non, ne craignez rien du tout. Nicolas Sarkozy et moi. Oui, et votre ami de toujours, celui que vous considérez comme votre frère. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai des rapports... on a un rapport familial depuis 40 ans. Qui c'est derrière? Attendez, je crois que je connais. Ah. Non? Patrick Devedjian, absolument. Devedjian, je le reconnais, Patrick Devedjian. J'adorais aussi Patrick Devedjian, c'était un homme très cultivé, très intelligent.
Ouais, Nicolas, c'est une histoire qui s'est faite naturellement, je dirais. Je sais pas où on est, là. Il a l'air de tenir des Pourquoi trucs. Qu'est-ce qui a... J'aime sa spontanéité, j'aime sa vérité, j'aime ses erreurs, j'aime ses défauts, j'aime ses qualités. Il me plaît. Vous êtes proche de lui encore aujourd'hui? Ah, très. Il est sans filtre. Un peu comme moi, j'aime bien. Vous trouvez qu'il manque à la France, au monde politique aujourd'hui? L'essentiel, j'allais dire égoïstement, c'est qu'il ne me manque pas à moi, mais peut-être, oui, peut-être il manque. Enfin, il a un pragmatisme, une facilité de faire la synthèse des choses qui manquent un peu sûrement, ouais. Vous parlez politique avec lui, vous savez, oui, vous... ça nous arrive. Non, quand on parlait politique, ou quand il nous arrive de parler politique, c'est sur un fait, une action précise, vous voyez. Peut-être, si je le vois ce week-end, je vais lui dire, tu crois que c'est bien la Finlande et la Suède aux portes de l'OTAN le Ruskov, comment il va prendre l'histoire, à ton avis? Je dis, parce que toi, tu l'as rencontré au moment de la crise Ruskov, de Géorgie. le Russe, hein. Oui, Vladimir Poutine. Nicolas, il l'a rencontré à ce moment-là pour éviter quand même un très mauvais sort à cette province de Géorgie. Et il m'avait fait rire, c'est pas un secret, je peux le dire. Je ne sais pas si lui l'a déjà dit sur des plateaux de télévision. J'ai dit, mais comment t'as fait pour le convaincre, ce type-là, de lâcher la Géorgie? Il me dit, tu sais que les chars étaient rentrés dans la ville, dans la capitale. Et il me dit, je lui ai dit, voilà, Monsieur le Président, c'est simple. Si vous ne retirez pas les chars de la ville, je ne repars pas. Et l'autre lui dit, comment ça, vous ne repartez pas? Ben, je vais rester ici. J'irai dormir à l'ambassade de France. Je vais rester ici aussi longtemps qu'il faut. Et l'autre s'est dit, mais c'est pas possible. Ils vont penser que j'ai kidnappé le président français. Et du coup, il a fait ressortir les chars. Tous les chars. Il lui a dit, je ne partirai pas tant qu'il y aura un char dans la ville. Ça n'a sûrement pas empêché Poutine de les ramener 24 heures après. Mais il l'avait fait plier, il avait quand même obtenu des garanties de... comment dire, de sécurité pour ces gens-là. C'est déjà pas mal de garantir la sécurité d'un dissident. Une dernière question pour vous, la dernière de l'émission, que vous allez adorer, j'en suis sûre. Ces 4 statues qui nous entourent. Il y en a une derrière vous qui représente la sagesse, une autre la prudence, une autre la justice et l'autre l'éloquence. Est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous avez envie d'exprimer quelque chose en particulier? Sagesse, prudence, justice, éloquence. Je regarde, c'est des statues romaines, on dirait. La prudence, bah non, parce que je ne suis pas un mec prudent. La justice, non. Comme disait Coluche, s'il y avait une justice dans ce pays, ça se saurait. L'éloquence... Peut-être un peu. Oui, un peu, mais moi je suis plus pour le bavardage, la conversation. Et derrière moi, il y a quoi? La sagesse. Ah, c'est ça. Ah, c'est celle-ci. J'aspire à la sagesse. C'est pour ça, elle est bien dans mon dos, si elle peut me... Et ben voilà, elle est là, elle vous protège, elle est derrière. Me servir de guide et me protéger, ce serait pas mal. Et elles sont là au Sénat. Merci infiniment, Didier Barbelivien, d'avoir joué le jeu de cette interview un peu particulière. Au Dôme Tournon. Je vous ai parlé sincèrement, je ne pense pas que ce soit un jeu. Et le public en sera ravi. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans Un Monde, un regard. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis sûre que ça vous a plu. On se retrouve très vite sur Public Sénat.